Dormir, c'est un besoin aussi vital que boire, manger ou respirer. Mais en 50 ans, nous avons perdu 1h30 de sommeil et un Français sur 3 est un mauvais dormeur. Des nuits sans sommeil, c'est le cauchemar d'Élise, d'Anthony et de Bénédicte. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que de se lever et d'être en forme. On se dit mais c'est pas normal d'être tout le temps fatigué. Je suis en jet lag permanent. C'est un peu comme quand on voyage, quand on a un décalage horaire. Nous allons vous démontrer que mal dormir, ça n'est pas une fatalité. Ça va être dur au travail, comme chaque fois que j'ai pas assez dormi. On va essayer de vous sortir de ce mauvais pas pour que vous ayez au moins une vie sociale normale. J'ai demandé à 3 médecins de leur venir en aide. Bonjour Anthony. Maintenant, on va parler un petit peu de votre temps de sieste. Il y a une caméra pour filmer les mouvements anormaux pendant la nuit. Ces spécialistes du sommeil ont imaginé des programmes sur mesure. C'est un peu atypique, mais tant que ça reste à la maison, ça ira. Lever strict, 7 heures tous les matins. Changement des habitudes de vie, conseils pratiques. Franchement, quel est l'intérêt d'acheter ça? Aucun. Je pense que c'est à éviter. Donc dans D'accord. votre cas, c'est pas pour vous. Le buste bien droit. Pendant 4 mois, nous allons les suivre dans leur transformation. Allez, c'est les derniers. Comment avez-vous dormi cette nuit? Une aventure médicale et scientifique pour vous prouver qu'il est possible de vaincre les troubles du sommeil. « 6h42. C'est le temps de sommeil moyen d'un adulte en France. Pour la première fois, il est passé sous la barre symbolique des 7 heures par nuit, le seuil minimum pour bien récupérer. La faute à nos vies toujours plus pressées, toujours plus connectées. Ce manque de repos met notre santé en danger. Le docteur Royan Parola le sait mieux que personne, le sommeil, c'est sa spécialité. Est-ce qu'on dit à une spécialiste du sommeil, est-ce que vous avez bien dormi? Ah oui, tout à fait. Et alors, vous avez bien dormi? Oui, j'ai très bien dormi. Le lieu de rendez-vous a été fixé dans cette grande gare parisienne et ce n'est pas par hasard. Alors Sylvie, le sommeil, c'est un train. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est quoi? Ça représente quoi ce petit train? Ce petit train, ça fait référence en fait à l'image des stades qui vont se succéder dans des cycles qui vont se répéter au cours de la nuit. Il y a plusieurs phases quand on dort. Il y a déjà la phase d'endormissement. Oui, la phase d'endormissement, chez un bon dormeur, ça va très vite. On ferme les yeux, il y a des petits mouvements oculaires qui se font, la respiration se ralentit, puis pouf, tout de suite. Très vite, on c'est passe. quoi? Très vite, c'est moins d'une demi-heure, et même un bon dormeur, c'est 10 minutes, voire 5 minutes. Bon, bah, je dois être un très bon dormant parce que moi, c'est à peu près 45 secondes, je peux vous dire. C'est comme si j'avais un clapet au moment J'osais où pas je le m'allonge. dire parce que Ouais. ça énerve, mais Ouais. moi aussi. Bon. Ensuite, c'est la phase de sommeil léger. C'est-à-dire que c'est une phase où il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit autour de nous. C'est une phase où, si vous avez effectivement quelqu'un qui parle à côté, vous allez l'entendre. Vient ensuite la phase de sommeil lent profond. Tout l'organisme est au repos et récupère. C'est là que les tissus et le système immunitaire se régénèrent. Puis vient le temps du sommeil paradoxal. Là, le cerveau est très actif, c'est le sommeil des rêves. Ces phases successives forment un cycle de 90 minutes environ. Et au cours d'une nuit de sommeil normale, 4 à 6 cycles s'enchaînent. Ce petit train est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme, car un mauvais sommeil augmente les risques d'infection, d'obésité, de diabète, d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. À partir de quand il faut vraiment s'inquiéter quand on a du mal à dormir? Ça peut tous nous arriver un matin de ne pas être en forme parce qu'on a fait des excès le soir, etc. Mais quand tous les matins, c'est comme ça,
quand plusieurs semaines de suite c'est comme ça, et quand au moins 3 mois c'est vraiment tous les jours comme ça, là c'est pas possible, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans son sommeil qui n'est pas correct. De plus en plus de Français souffrent d'un manque chronique de sommeil. Parmi eux, des travailleurs de nuit, des victimes d'apnée du sommeil ou encore d'insomnie. C'est justement ce que vit Bénédicte. Je m'appelle Bénédicte, j'ai 32 ans et je souffre d'insomnie depuis 15 ans. Tous les jours, l'histoire se répète. Quand Bénédicte quitte son travail, elle ne pense qu'à une chose, retrouver son lit et dormir. J'adore la nuit, sauf qu'elle ne se déroule jamais comme j'aimerais qu'elle se déroule. Le soir, Bénédicte se couche tôt, à 20h30, mais rien n'y fait. 4, 5, 6 fois par nuit, elle se réveille et cherche le sommeil, sans succès. Youpi, 3h30. J'ai l'impression de faire une nuit en 10 morceaux. Je n'arrive pas à mettre mon cerveau en pause. J'ai l'impression d'avoir une roue comme les roues de hamster dans la tête qui tourne et voilà, qui ne s'arrête jamais. Il est 4h du mat, réveil qui sonne à 6h15, tout va bien, super nuit. Et même quand on aimerait déconnecter et s'arrêter, on n'y arrive pas et on a besoin de ces breaks psychologiques qui n'arrivent jamais. Le matin, à peine levé, Bénédicte est déjà épuisée. Ça va être dur au travail, comme chaque fois que j'ai pas assez dormi. Dans tous les cas, dur ou pas, maintenant il faut y aller. Statisticienne à la Banque de France, elle traite des chiffres toute la journée. À cause de ces nuits agitées, difficile de rester concentrée. Je suis capable d'avoir les yeux qui pleurent, les paupières qui se ferment, et vraiment qui se ferment, où c'est un effort et on n'arrive plus, où on se dit je vais me poser 5 minutes et je vais fermer les yeux parce qu'il faut que j'arrive à reprendre le dessus. Elle a tout essayé. Prendre un bain le soir, éviter les écrans, lire, même les médicaments. Il y a des jours où on se dit mais c'est pas normal d'être tout le temps fatigué, de jamais réussir à se lever le matin, de jamais se dire ah, allez là je suis bien. Justement les gens qui quelquefois arrivent dans la journée se disent oh génial, moi je pétais la forme aujourd'hui, j'ai hyper bien dormi, il est 21h, je suis encore au top. Obsédée par son sommeil, Bénédicte a presque renoncé à sa vie sociale. Boire un verre avec une amie comme aujourd'hui, c'est rarissime et toujours l'après-midi. J'ai un peu l'impression d'avoir la vie d'une personne âgée à force d'adapter mes choix de vie à ma qualité de sommeil. Ça impacte sur sa vie à tous les niveaux. Ça rend fou. Hein. Il faut vraiment essayer de trouver une solution parce qu'à un moment, le corps il va dire stop, mais ça va être très, très, très grave. Bénédicte ne peut nier l'évidence. Ce sont ses problèmes de sommeil qui commandent sa vie. Je suis assez handicapée par ça et j'ai quand même envie d'avancer. Donc je vais avoir 33 ans et si je veux évoluer, c'est maintenant. Mon rêve, vraiment, c'est banal, mais ce serait tout simplement pouvoir avoir une vie le soir et me réveiller reposée le matin. Avoir l'impression que quand je me couche et que je dors, je me repose. Là, Bénédicte, on se trouve dans une crèche avec des enfants qui dorment. Ça vous fait rêver, ça, quand même, de vous endormir comme ça, tranquille. Ils sont paisibles, ça donne envie d'être pareil, d'aller se mettre avec eux sur les petits matelas et de se reposer avec la même insouciance. On sait que chez les enfants, surtout à cet âge-là, il faut tout un rituel pour qu'ils aient confiance, parce que la nuit leur fait peur. Vous avez essayé de mettre en place un rituel pour vous endormir ? J'ai mis un rituel que je pratique le soir, c'est plus pour l'endormissement que pour le réveil. C'est justement, je mange, je prends un bain bien chaud, je me prépare à aller me coucher et après je lis, je peux lire pendant 2 heures le soir. C'est vraiment, c'est mon temps calme en référence 2 heures, à ce... En vous couchant. Oui. On peut dire que le rituel que vous avez mis en place, c'est pas franchement un succès, quoi.
Ça m'a aidé, mais je suis loin d'avoir la qualité de sommeil. Ça m'a permis de gagner un petit peu, mais je me réveille quand même régulièrement la nuit. Enfin, c'est pas satisfaisant sur la durée. Je dis que ça ira mieux plus tard. Et malheureusement... Et ça ne va pas mieux. Ça ne va pas mieux. Venez avec moi, Bénédicte. Vous avez vu, j'ai mis des beaux petits chaussons de lutin. Oui, j'ai évité. Dans les crèches. J'ai choisi les chaussettes. Finalement, ça fait combien d'années que vous êtes en dette de sommeil et que vous avez un sommeil qui n'est pas récupérateur? Environ une quinzaine d'années. Je n'ai pas la date exacte, mais à peu près. Sans période de récupération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des moments pendant ces 15 ans où vous avez bien dormi. Ça dépend ce que vous appelez des moments. Je peux avoir 2 nuits où je vais bien dormir, mais j'ai jamais un mois où je dors bien. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, d'accord, aujourd'hui je fais avec, mais je ne vais pas pouvoir faire avec toute ma vie. Donc vous avez cherché des solutions quand même. Alors oui. Et après, en fait, j'ai pas été au bout de la démarche. Et ben donc nous, on est un peu là pour ça. Alors, je vous promets pas de retrouver un sommeil de bébé comme on les a vus là à 100%, parce que c'est de la médecine et que si on gagnait à tous les coups, tout le monde serait guéri de tous les maux. Bien évidemment, c'est pas aussi simple. On va essayer de vous sortir de ce mauvais pas pour que vous ayez au moins une vie sociale normale dans les mois qui viennent. D'accord ? Avec plaisir. Pour aider Bénédicte à relever ce défi, l'homme de la situation, c'est le docteur Lombard. Médecin généraliste de formation, ce somnologue traque les mauvaises habitudes de ses patients et les aide à trouver le repos. Bonjour Bénédicte. Enchantée. Enchanté, je suis le docteur Lombard. Je vous suis. On est d'accord, vous êtes bien en travail de jour, vous ne travaillez pas la nuit. Hein. Oui. Le docteur Lombard cherche les causes qui pourraient expliquer les insomnies de Bénédicte. Des impatiences aux jambes ou un syndrome d'apnée du sommeil, par exemple. Pour en avoir le cœur net, Bénédicte va passer la nuit dans cette chambre. Elle va réaliser une polysomnographie pour analyser ses troubles du sommeil. Il y a une caméra pour filmer les mouvements anormaux pendant la nuit. Là, on va mettre différents capteurs. Le but, ça va être d'enregistrer les signaux du cerveau. Et cela va me permettre de dire si vous dormez, si vous ne dormez pas. Alors ça va chatouiller un petit peu au début. Tous les soirs, Bénédicte angoisse à l'idée de ne pas dormir, mais ici, étrangement, c'est tout l'inverse. On veut voir comment je dors là. Et en général, quand je suis à l'extérieur de chez moi, je dors bien. Ici, ce n'est pas votre chose. Si justement cette nuit-là, je dors bien, on voit rien. C'est un peu comme si ça décrédibilisait ce que je ressens au quotidien. On a des patients qui vous disent « mais je vous jure, d'habitude, je dors pas à la maison, je dors pas ». Alors que là, ils auront mieux dormi ou bien dormi par rapport à leur domicile. Bonne nuit. Bénédicte va-t-elle réussir à s'endormir? Que va révéler l'examen de son sommeil? Je m'appelle Élise, j'ai 40 ans et je souffre d'apnée du sommeil. Le matin, Élise a toutes les peines du monde à se lever. Oh, mais maman, réveille-toi. Elle a beau dormir et beaucoup, son repos n'est jamais réparateur. À cause de son syndrome d'apnée du sommeil, plusieurs centaines de fois par nuit, sa respiration se bloque pendant quelques secondes. Aujourd'hui, cette fatigue chronique entraîne une sensation de nausée le matin et il m'est arrivé de me sentir au bord de l'évanouissement. Clairement, aujourd'hui, pour moi, la diminution, elle est d'ordre physique. Alors, vous avez bien dormi? Oui. Un peu plus? Ouais. Je pense qu'une personne normale serait déjà en arrêt maladie, voire même hospitalisée depuis longtemps. Elle a que 40 ans, elle a pas 70 non plus.
Mais elle est épuisée comme si elle avait 70 ans. À 7 heures, quand les enfants partent à l'école, leur mère est encore au lit. On a définitivement laissé tomber le fait que ce soit moi qui m'occupe des enfants le matin. Élise est professeure de français. Elle consacre beaucoup d'énergie à ses élèves. Alors le week-end, pour tenir, elle doit se reposer à tout prix. Impossible de se lever avant midi. Il y a déjà la moitié de la journée quasiment qui est utilisée en récupération. Un bowling, une promenade, une séance de cinéma. Elle aimerait faire plaisir à ses garçons. Mais la fatigue l'emporte toujours sur ses envies. Aujourd'hui, je ne leur promets rien. Il m'arrive de faire des choses, mais je ne peux absolument rien promettre à personne. J'ai un peu de la peine et un peu de l'énervement, mais c'est pas contre elle, c'est justement contre sa fatigue. Prisonnière de son apnée du sommeil, elle est prête à tout pour s'en libérer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces apnées aient disparu et que je sois une personne qui se lève tôt, comme tout le monde. Je dois être levée avant mes enfants, ça me semble normal. J'aimerais qu'elle soit énergique et puis que ce soit même elle qui nous propose de faire des activités en dehors pour s'amuser. Samedi. Comme Élise, plus de 2 millions de Français souffrent d'un syndrome d'apnée. Pour aider Élise à vaincre ses apnées, j'ai fait appel au professeur Ouayoun. Bonjour Élise. Bonjour. Professeur Ouayoun. Sa spécialité, les troubles respiratoires du sommeil. Bon, je vous ai fait une copie, si ça peut... Voilà. Il y a 2 ans, Élise avait passé une nuit en observation. Donc là, il y avait le ronflement, ok, les apnées, donc... ah oui, 32 quand même. Hein. À 30 apnées par heure, on considère que c'est un syndrome d'apnée sévère. Et il y a urgence, car l'apnée du sommeil augmente le risque d'AVC, d'infarctus, d'hypertension artérielle, de diabète, de dépression aussi. Plus ça va, et plus ça s'aggrave en fait. Il était temps pour Élise qu'on la prenne en charge. Pour traiter son syndrome d'apnée du sommeil, Élise devra porter un masque qui va insuffler de l'oxygène pendant la nuit. C'est le traitement le plus adapté possible à son cas. Voilà, vous allez ouvrir la bouche. Dormir sur le dos, fumer ou consommer de l'alcool sont des facteurs aggravants. Chez Élise, le problème vient surtout de sa prise de poids. C'est une langue qui est un petit peu trop grosse par rapport à la cavité. Et donc c'est ça qui fait obstacle en fait à la respiration. En fait, on grossit de la face et du cou, et en fait, ça va prendre de la place au niveau des voies aériennes supérieures, donc du conduit aérien. Ça va le rendre beaucoup plus étroit. Élise a testé plusieurs régimes sans succès. Un coup de fatigue et elle reprend ses mauvaises habitudes. Il faut de l'énergie rapide, ça va être des choses très nourrissantes, très sucrées, très riches ou grasses, parce que il faut que ça donne l'impression vraiment de recharger les batteries vite. Cette dette de sommeil, en fait, elle entraîne une modification dans le comportement alimentaire. On a tendance au grignotage. Dans un premier temps, il faut absolument qu'on traite vos apnées. Oui. Puis après, on va vraiment mettre en place, en fait, tout ce qu'il faut pour, cette fois, réduire votre poids. Hein, c'est ça l'objectif. Hein. Pour vaincre ses apnées du sommeil, Élise va devoir porter un masque à pression positive continue chaque nuit. Elle devra aussi adopter un nouveau régime alimentaire pour perdre du poids. Tu vas expirer avec le visage dans l'eau. Pour l'aider à relever ses défis, elle recevra les précieux conseils de Guillaume Néry, un champion d'apnée, et d'un expert de l'alimentation. Élise parviendra-t-elle à changer ses habitudes de vie ? Je m'appelle Anthony, j'ai 44 ans. Je travaille de nuit depuis 19 ans. Il est 22h30 et une nouvelle journée de travail débute pour Anthony. À l'heure où tout le monde va se coucher, moi seulement, ma journée de travail commence. Bonsoir. Formateur dans la police nationale, Anthony est un nuiteux, comme on les appelle ici. Toute la semaine, il travaille jusqu'à 6h30 du matin. Il doit t'en manquer 10.
J'ai toujours travaillé de nuit. C'est le choix d'être nuiteux pour pouvoir m'occuper de mes enfants en permanence, quoi. Prêt ? Anthony a choisi ce mode de vie. Mais se lever à 15h et se coucher à l'aube, c'est un rythme contre nature. Ici, tout le monde le sait. J'ai pas fait de sieste là. Non, j'ai eu les enfants ce matin, j'enquille ma journée en fait. Ouais, là j'ai pas dormi. Avec Franck fait pareil. Ouais. Moi j'en suis incapable. On s'adapte. Si ça convient pas la nuit, de toute façon généralement les collègues repartent au jour. Vous pouvez pas le faire si votre corps il l'accepte pas, c'est pas possible. Ça fait des marques quand même. Je pense qu'on vieillit plus vite. Ok, arme à l'étui. Après 19 ans de service, il croyait s'être habitué à cette vie en décalé. Depuis quelques années, ça devient plus difficile pour moi et que j'ai l'impression de me décaler de plus en plus et que la réadaptation entre le jour et la nuit est de plus en plus difficile. En semaine, il dort le jour. Mais le week-end, pour profiter de sa famille, Anthony retrouve le sommeil de nuit. Demain, il ne faudra pas faire de bruit parce que papa, il va dormir. D'accord ? Résultat, il est totalement déphasé. Je suis en jet lag permanent. C'est un peu comme quand on voyage, quand on a un décalage horaire. Non, ça c'est pour moi. L'alimentation est aussi devenue un problème. Régulièrement, Anthony prend son petit déjeuner au moment du goûter. J'ai bien conscience que de manger comme ça, toujours en décalage, toujours décousu, ça a favorisé ma prise de poids. Avec les années, sa condition physique s'est dégradée. Attention ma puce. Anthony était un grand sportif, mais à cause de la fatigue, il ne trouve plus la force de s'entraîner. Anthony n'est pas un cas isolé. Infirmiers, aides-soignants, agents de surveillance, pompiers, routiers, livreurs. En France, 16% des actifs sont travailleurs de nuit. Ils sont de plus en plus nombreux et leur sommeil est mis à rude épreuve. Chaque nuit, ils dorment en moyenne 1 heure de moins que leurs collègues. C'est une nuit de moins par semaine. Sur une année, la perte est énorme, moins 40 nuits de sommeil par an. Pour aider Anthony, j'ai fait appel à une spécialiste. Le docteur Céline Martineau est psychiatre et somnologue. Elle s'est levée de très bonne heure ce matin pour rencontrer notre policier à la fin de son service. Bonjour. Bonjour. Anthony. Voilà, je suis le docteur Céline Martineau. Donc je suis ravie de venir vous chercher à la sortie de votre travail. Oui. Il est bientôt, parce qu'il est 6h30. C'est ça, moi je finis à peine ma journée de travail. Alors là, comment est-ce que vous vous sentez à la sortie d'une nuit comme ça de travail ? La fatigue commence à venir et à partir de maintenant jusqu'à 8h, ça va devenir de plus en plus compliqué pour lutter contre le fait de m'endormir. Et puis je me languis d'aller me coucher. Et il y a de quoi être fatigué, car cela fait 17 heures qu'Anthony est éveillé. Donc là, je pense qu'à une chose, c'est d'aller me coucher, quoi. Justement, il semble qu'il va faire beau aujourd'hui. Mais avant cela, le docteur Martineau veut faire comprendre à Anthony qu'il n'est pas un animal de nuit. La lumière, en fait, c'est le synchronisateur numéro 1 en fait, de notre cycle veille-sommeil. Oui, parce qu'on a vraiment un rythme intrinsèque. On a une réelle horloge biologique qui est programmée, même mieux programmée que n'importe quel ordinateur. Située dans l'hypothalamus, cette horloge biologique contrôle les hormones qui conditionnent le sommeil et l'éveil. C'est la lumière du jour qui lui donne le tempo. Le soir, nos yeux détectent la baisse de luminosité et envoient un signal à l'horloge. La mélatonine, hormone du sommeil, est libérée. La température du corps s'abaisse, le rythme cardiaque et la respiration ralentissent. Le matin, la lumière bloque la sécrétion de mélatonine. C'est une autre hormone, le cortisol, qui met notre corps en route pour une nouvelle journée. Toutes les 24 heures environ, ce cycle se répète. Mais le mode de vie d'Anthony a totalement perturbé ce rythme naturel. Après sa nuit de travail, il n'a aucune difficulté à s'endormir, mais tout se dérègle quand arrive le week-end. Là, c'est tout l'inverse. J'ai beaucoup de mal à m'endormir et je peux rester jusqu'à 2-3 heures du matin réveillé. Et par contre, une fois que je suis endormi, je dors tellement bien que j'arrive plus à me réveiller et que je lutte pour réveiller. Et quand je me réveille, c'est l'enfer. C'est vrai que c'est très compliqué parce que finalement, le week-end, il ne peut pas se recaler comme ça sur un rythme de jour comme les personnes qui ont un rythme normal. Le fait que votre sommeil commence à être fragmenté et de moins bonne qualité, c'est quand même des signes là que ça devient plus compliqué.
Le corps lâche d'un coup, c'est-à-dire que tout va bien et puis à un moment, tout dégringole. C'est-à-dire que le sommeil n'arrive plus à s'adapter, on commence à avoir des pathologies secondaires qui arrivent, on peut commencer à avoir des troubles de l'humeur. Sans parler du danger au volant, car la fatigue et la somnolence sont responsables de 25% des accidents mortels sur autoroute. Est-ce que je vous propose qu'on aille voir ensemble au cabinet? On y va? C'est parfait. Pour en savoir plus sur les habitudes de vie et de sommeil d'Anthony, le docteur Martineau l'équipe d'un actimètre, une montre connectée et médicalisée qui va mesurer son activité en phase d'éveil et de sommeil. Vous allez la porter pendant 10 jours, tout le temps, 24 heures sur 24. Si vous l'enlevez, en fait, je perds le capteur et je le saurai d'ailleurs. C'est un mouchard. Non, mais promis, je la quitte plus. Si votre sommeil est léger ou fragmenté. Autre incontournable, l'agenda du sommeil. Lever, coucher, sieste, réveil, rituel, repas et mauvaises habitudes, Anthony doit tout noter. D'accord. Donc, je pense qu'elle va se rendre compte que je suis sujet au grignotage et que de passer devant la boulangerie et de craquer devant un pain au chocolat avant d'aller me coucher, je ne suis pas sûr que ça soit préconisé. Vous remplissez tout et surtout, on ne ment pas sur les repas, sur le sommeil. Comptez sur moi. J'espère être un bon élève, et être assez rigoureux, parce que c'est vrai que là, je suis motivé. Je me languis déjà de voir les conclusions, quoi, et voir ce qui est possible de faire ou pas. Je vous fais confiance. À bientôt. Merci, docteur, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Grâce aux données collectées pendant 10 jours, On voit chez vous que votre rythme est très irrégulier. le docteur Martineau va élaborer un programme sur mesure pour Anthony. Sieste optimisée, luminothérapie, Oui, je vois l'arc-en-ciel. reprise du sport. C'est parti. Le policier parviendra-t-il à vaincre cette fatigue chronique qui lui gâche la vie? Voilà, vous vous réveillez. Après une nuit sous surveillance à l'hôpital, c'est l'heure des résultats pour Bénédicte. Insomniaque depuis 15 ans. Ah oui, là je me suis carrément levée. Tout à fait. Il est clair que je suis réveillée. Mais avant de livrer son verdict, le docteur Lombard doit d'abord recueillir son ressenti. Vous pensez vous être endormi en combien de temps? J'aurais dit une demi-heure, peut-être un peu plus d'une demi-heure. Une demi-heure? Et vous pensez avoir dormi combien de temps à peu près? 5 heures, 5h30. 5 heures, 5h30. On voit par contre qu'il y a pas mal Ce n'est pas tout à fait ce que montre l'examen. Puis là, on va voir l'exemple. Vous avez l'impression de dormir 5 heures endormi en 15 minutes. Comment Ça pose des questions par rapport à son propre ressenti. Ça fait douter en fait de la façon dont on se sent. Par contre, je me sens pas du tout reposée, comme si j'avais dormi presque 8 heures quand je me réveille. Parce qu'on retrouve 346 micro-éveils au cours de la nuit. Ça veut dire que votre sommeil, il est fragmenté. On est donc à ça. Eh bien, on constate qu'il y a plusieurs réveils que l'on dit spontanés. À un moment, le cerveau, lui, il ne sait plus s'il est en train de s'endormir ou s'il est en train de se réveiller. Donc, vous pouvez avoir cette perception de ne pas dormir. On sait maintenant qu'elle a une insomnie d'origine non organique, donc accessible à une prise en charge en thérapie cognitivo-comportementale notamment. Appelée aussi TCC, cette thérapie consiste à modifier les comportements face au sommeil. L'idée, c'est d'approfondir votre sommeil également. Pour aider Bénédicte, le docteur Lombard doit tout savoir, ses bonnes et surtout ses mauvaises habitudes. Ça commence avec l'heure de lever. Je suis particulièrement douée pour mettre mon réveil à sonner à 6h et me lever à 8h30, qui est le délai maximum pour arriver à l'heure au travail. D'accord. En utilisant le snooze régulièrement, c'est ça? Voilà, j'ai tendance à éteindre mon réveil qui ressonne toutes les demi-heures. Comme ça, je suis sûre d'avoir bien le temps de me rendormir entre les deux. Au niveau du coucher, j'ai remarqué que quand je me couchais tôt, je dormais bien. Et donc, quelquefois, il m'arrive de me coucher à 20h30. Je fais un rapide calcul. Donc, vous passez 12 heures au lit, c'est ça? On retrouve tous les symptômes. Des idées fausses par rapport au sommeil, notamment de rester très longtemps au lit pour favoriser l'endormissement. Un lit, c'est fait pour dormir, c'est une évidence, mais nous avons tous tendance à l'oublier. Bénédicte n'échappe pas à la règle. Si elle veut vaincre ses insomnies, elle doit se coucher plus tard. Pour elle, c'est 23h30 et pas une minute avant. Le coucher, c'est à partir de 23h30 et seulement si vous vous sentez somnolente. Si vous êtes en pleine forme, que vous n'êtes pas fatigué, n'allez pas vous coucher.
Le principe de la prise en charge, ça va être de corriger un peu les habitudes qui perturbent son sommeil, sauf que là, il y a beaucoup d'habitudes à changer. La jeune femme n'est pas au bout de ses surprises. Le docteur Lombard a d'autres consignes pour elle et elles sont tout aussi strictes. J'insiste sur les termes. Lever strict, 7 heures tous les matins. Bien dormi, mal dormi, fait la fête jusqu'à 4 heures. Lever strict, 7 heures tous les matins. Sur le coup, ça peut lui paraître surprenant, même difficile à tenir. Ça peut être même difficile à entendre. Ces rituels, elle s'y accrochait. Il va falloir y renoncer. La nouvelle est difficile à encaisser. Pourquoi je me lèverai à 7 heures le week-end? J'ai pas d'enfant, c'est le moment où je peux me reposer. On comprend l'idée de il faut de la régularité, il faut retrouver un rythme. Mais entre le comprendre psychologiquement et l'intégrer et se rendre compte des bénéfices qu'on en retire, voilà, il faut une période d'adaptation. Donc là, je suis un petit peu perdue du coup. Pour vaincre ses insomnies, Bénédicte doit désormais se lever et se coucher à heure fixe, renoncer aux siestes en journée et éviter les écrans avant de se coucher. Depuis 2 semaines, Élise a dû, elle aussi, changer ses habitudes. Pour vaincre ses apnées du sommeil, elle porte un masque la nuit, un dispositif contraignant qu'elle a beaucoup de mal à supporter. La sortie d'air est au sommet de la tête. Ça veut dire que si on se tourne sur le tuyau et qu'on dort dessus, on l'écrase et l'air passe moins bien. Et c'est très gênant en fait. Ce masque, c'est pas si facile que ça de s'y habituer. « 30 à 40% des patients abandonnent le masque en cours de traitement. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. J'ai donc donné rendez-vous à Élise pour l'encourager. Bonjour Élise. Bonjour. On se promène un peu, j'ai 2-3 questions à vous poser. La première, Oui. Comment avez-vous dormi cette nuit? Pas très bien, à vrai dire. Alors vous arrêtez de respirer la nuit, ça c'est les apnées du sommeil, le masque, etc. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une taupe chez vous qui m'a dit que vous n'y avez pas que ça. Que vous faisiez un peu trembler les murs de la chambre. Bah oui, j'ai appris ça aussi. Ouais, oui. Hein, que vous allez avoir le syndic sur le dos tellement vous ronflez. Tellement vous ronflez. Ah oui, il faut agir d'urgence alors là. Vous le saviez ça? Non, pas à ce point-là quand même. Pas à ce point-là? Non, pas à ce point-là. Je vais vous expliquer 2-3 trucs parce qu'il va falloir que vous en preniez conscience, Élise. L'objectif de notre rencontre, provoquer chez elle un électrochoc. Je vous laisse vous asseoir sur le fauteuil noir. Très bien. Et donc nous allons parler de vos ronflements. Comme Élise, 10 millions de Français ronflent. Et ces ronflements peuvent être l'un des symptômes de l'apnée du sommeil. Je vais vous faire écouter différents niveaux de ronflement qui ont été enregistrés chez des patients qui ont fait comme vous l'examen polysomnographique à l'hôpital. Et vous allez voir qu'on peut tout avoir. Écoutez celui-là. Voilà, ça c'est un petit ronflement sympa. Et celui-là aussi, enfin, écoutez. Non, vous êtes plus là-dessus ou pas? Ah, celui-là, il fait... C'est une sorte d'orchestre. Hein, c'est un quatuor. Je suis désolée, ça me fait rire, c'est pas drôle pourtant. Non. Alors, c'est vrai que c'est pas sympa que votre mari vous ait enregistré, et c'est encore moins sympa parce qu'il nous l'a donné, l'enregistrement. Voilà. Écoutez-vous. Oh non. Eh si, regardez, attendez. Je sais pas comment il fait pour dormir. Sans modifier le son. Là, il n'y a rien de modifié, non. tel quel. Tel quel. Bon, enfin, voilà. Donc, votre ronflement, il est quand même... Ouais, ça fait très animalier, en fait, on va dire. Oui, ça peut être un documentaire animalier. Oui, un petit peu, je trouve. Mais... L'apnée du sommeil provoque systématiquement des ronflements puissants qui s'arrêtent lors des pauses respiratoires, mais qui reprennent ensuite de plus belle. Je vais vous montrer ça, regardez. Pour connaître un tout petit peu d'anatomie, une coupe de profil de la tête. Vous avez la base de langue, la langue qui est là, c'est celle qu'on voit, et puis la base de langue, elle est très grosse, c'est celle qui est derrière. On a le voile du palais, vous savez, où il y a la petite clochette, hein, la petite luette. L'air va rentrer et sortir par ces parties-là, et
Bien évidemment, en fonction de la résistance que l'air va avoir quand il va passer, ça peut faire du bruit. Ça va faire comme un drapeau ou quand vous avez vous savez les ballons de baudruche, si vous le laissez se vider complètement, ça ne fait pas de bruit. Si vous serrez, ça fait du bruit. Vous savez qu'il y a des conjoints qui deviennent insomniaques avec ça. Alors ça va, c'est la chance c'est que votre mari s'endorme avant vous et soit malentendant. Mais quand ça lui arrive de se réveiller, il vous fait rien. Si, alors il lui arrive... Il se secoue un peu? Ouais, il secoue, il va mettre un coup de coude. Alors il avait lu qu'on peut essayer de pincer le nez de la personne. Alors il m'a dit que ça marchait, mais 2 minutes. Après, ça reprend. Olivier, le mari d'Élise, lui pince le nez pour la faire changer de position. Car sur le dos, le passage de l'air est partiellement bloqué. On ronfle beaucoup moins quand on dort sur le ventre ou sur le côté. Et ça vous donne encore plus envie de régler le problème, quoi. Mais je me demande comment il fait pour supporter ça, en fait, tout simplement. En tout cas, il vous aime. C'est sûr. Il y a 15 jours, le docteur Martineau a rencontré Anthony. Épuisé par 19 années de travail de nuit, notre policier a complètement déréglé son sommeil. Elle le retrouve aujourd'hui chez lui. On va voir avec lui ce qu'on peut mettre en place donc, pour améliorer son sommeil avec les résultats qu'on a obtenus. A-t-il correctement rempli son agenda du sommeil? Que vont révéler les résultats de l'actimètre? C'est l'heure de vérité. Anthony, on va le motiver. Il a un vrai effort à faire. Bonjour. Bonjour Anthony. Très bien, rentrez. Alors, grâce à ces graphiques, le temps de repos d'Anthony est retranscrit à la minute près, de jour comme de nuit. Première surprise, la semaine, Anthony dort bien. Il arrive à dormir 7 heures par jour, mais le week-end, son sommeil n'est pas du tout réparateur. Lorsque vous êtes en week-end, votre efficacité de sommeil est moins bonne. Vous passez finalement beaucoup de temps au lit alors que vous ne dormez pas forcément. On voit plusieurs choses sur l'examen. Tout d'abord qu'il y a une différence significative de son temps de sommeil entre les moments de congé et son temps de travail. Anthony a pris de mauvaises habitudes pendant ses jours de repos et son meilleur ennemi, c'est la sieste. Apparemment, je la fais trop, puisque je dors trop. Racontez-moi donc un peu comment vous faites, où vous la faites. Donc quand je fais la sieste, je la fais dans le canapé. J'essaye je ferme les rideaux pour m'isoler de la lumière. Et puis voilà, je me place dans le canapé pour essayer de dormir. Pour dormir, j'essaye de dormir au moins 2 heures. Je m'installe sur la méridienne, une petite couverture et puis voilà. Anthony gère pas très bien en fait son temps de sieste. Notre temps de sommeil est calculé sur 24 heures. Donc si vous faites un temps de sommeil trop long la journée, c'est ça que vous ne ferez pas la nuit suivante. S'il y a une sieste, de manière générale, ça doit vraiment se faire sur un temps court. C'est maximum 20 minutes, une demi-heure de sieste. Là, ça va être une difficulté. Me lever au bout d'une demi-heure, je veux dire, j'apprécie de dormir 2 heures. Il vaut mieux pas quand même. Tant mieux si ça marche, mais je suis encore un peu sceptique l'après-midi. Donc là, c'est que je dors. Anthony n'est pas au bout de ses surprises. Pour vaincre sa fatigue, il doit désormais faire la sieste tous les jours, pas seulement le week-end. Tout ça, ça demande un timing un peu plus serré, que j'ai déjà assez serré sur mon emploi du temps. Pour le docteur Martineau, la sieste quotidienne, ça ne suffit pas. Il faut maintenant aider Anthony à régler son horloge biologique. Je vous ai apporté un système de luminothérapie qui se présente comme des lunettes en fait, qui pourrait vous aider à améliorer notamment votre forme et votre vigilance en fait dans la journée. Donc voilà, vous avez un bouton, hop, elles sont parties et maintenant vous pouvez les mettre. Ah oui, faut pas regarder. Rappelez-vous, la lumière est le synchronisateur numéro 1 de notre horloge biologique. Et la lumière, notre travailleur de nuit, en manque. Il n'échappera pas à une petite cure, 30 minutes tous les matins. Plus il aura une lumière vive comme celle qui est émise par la photothérapie, et meilleure aussi sera sa nuit suivante. Ah oui, je vois l'arc-en-ciel. C'est un peu atypique, mais tant que ça reste à la maison, ça ira.
Comme la luminothérapie ou l'actimètre, de plus en plus d'outils technologiques ont été adoptés par les médecins spécialisés. Mais le sommeil est aussi devenu un business. Beaucoup de mauvais dormeurs se tournent aujourd'hui vers le marché des objets connectés. La sleep tech, comme on l'appelle, a littéralement explosé. Le marchand de sable ne passe plus. Il se connecte. Fini la tisane nuit tranquille. L'heure est au sommeil high-tech. Drôle de berceuse que ces objets connectés. Au bras, au poignet, sur la tête, sous le matelas, ils se déclinent sous toutes les formes et vous promettent un sommeil de rêve. Mais sont-ils réellement efficaces ? Les capteurs qui sont utilisés dans ces objets sont des capteurs qui sont susceptibles effectivement de mesurer avec une plus ou moins grande précision la durée du sommeil. Après, un certain nombre de ces objets prétendent pouvoir analyser les cycles du sommeil. Or, pour analyser les cycles du sommeil, il faut passer actuellement forcément par une mesure d'électroencéphalographie. Là, il faut des capteurs différents. De ce point de vue-là, effectivement, ce qui est vendu aux utilisateurs est très très loin en fait de la réalité. Le moyen de dormir, c'est de ne pas penser à son sommeil. Tout le monde peut faire l'expérience de se dire « je dois dormir », on le fait souvent d'ailleurs. Or, ces technologies vous obligent à penser à votre sommeil. D'abord, il faut penser parfois à recharger cette technologie, il faut penser à utiliser l'application, il faut la paramétrer. Du coup, la surinterprétation de ces valeurs provoque effectivement ce sentiment d'anxiété qu'on appelle l'orthosomnie. Donc, c'est l'anxiété de performance associée au comportement de sommeil. Avec cet engouement pour les objets connectés, le sommeil, ultime moment de tranquillité, serait donc devenu un moment où il faut performer. C'est dans la mode de ce qu'on appelle le quantified self, qui est une tendance assez générale de quantifier tous nos comportements, le nombre de pas, le nombre de calories, le nombre de kilomètres parcourus par jour. Il y a un transfert de cette tendance sur le sommeil. Le problème, c'est que le sommeil nécessite un lâcher-prise. Mieux vaut donc considérer ces objets pour ce qu'ils sont, une aide technologique qui doit être accompagnée et qui ne dispense pas d'aller consulter. De retour dans le salon d'Anthony, une photo attire l'attention du docteur Martineau. Ah oui, le marathon de New York, en 3h25 Ouais. C'est vachement bien. Ouais. Mais Anthony, en fait, vous n'êtes pas un peu sportif, vous êtes un sportif de haut niveau, vous en faites énormément. Ouais, haut niveau, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai, il y a quelques années où je m'entraînais de façon régulière, et surtout, j'avais 15 kilos de moins. Donc voilà. C'est vrai que là, je suis passé de deux extrêmes, quoi, en fait. Beaucoup de sport jusqu'à plus du tout, quoi. Anthony est devenu un mauvais élève alors qu'en fait c'était un grand sportif. Justement, et ça tombe bien, car l'activité physique fait partie de la thérapie. Il est donc temps pour Anthony de se reprendre en main. Je pense que ça va lui faire du bien, même mentalement, de retrouver ce qu'il faisait avant. Physiquement aussi, ça va lui permettre de reperdre du poids et ça va aider aussi sa qualité de sommeil. Mais c'est ça qu'on va viser. Oui. Donc c'est le marathon New York l'année prochaine. Oui, pourquoi pas, ouais. Pour vaincre sa fatigue et recaler son horloge biologique, Anthony doit donc faire des siestes de 30 minutes maximum, des séances de luminothérapie et pratiquer régulièrement une activité physique. Quand vient l'heure du coucher, Élise angoisse à l'idée d'arrêter de respirer pendant son sommeil. Pour l'aider à reprendre le contrôle, j'ai fait appel à un expert de la respiration. Champion du monde d'apnée, Guillaume Néry a battu de nombreux records et plongé dans les plus belles mers du globe. La maîtrise de son souffle est une quête sans fin et côté sommeil, ça lui a plutôt réussi. Moi, je suis un très bon dormeur. Je m'endors n'importe où, presque n'importe quand. Je pense que l'apnée m'a amené beaucoup de calme intérieur. Et à partir du moment où on est dans un état naturel de calme, le sommeil est de meilleure qualité. Bonjour. Bonjour. Bon, bah déjà prête. On dirait bien. Pas très téméraire, mais bon.
Pour moi, apnée égale démon, mal, mauvais, dangereux, et bilan de sang sont normaux. Très souvent, l'apnée renvoie à un sentiment de suffocation, d'obligation et d'activité contre-naturelle. C'est une idée qui commence à te hanter avant de dormir, tu y penses? Je pense qu'après ce diagnostic d'apnée du sommeil, j'ai commencé à retarder l'heure pour aller me coucher. Une fois couchée, je me suis vue ne pas m'endormir facilement. J'ai la trouille de dormir maintenant que je sais que c'est ça. Évidemment, le fait de le subir, c'est complètement l'opposé de ce que je vais faire moi. C'est ça. Avec moi, tout est choisi. Et au contraire, ça me met dans un état de décontraction. L'apnée qui est contrôlée, qui est pratiquée de manière relaxante, sans objectif de performance, peut avoir un impact extraordinaire sur le bien-être, sur la détente, sur le relâchement. Donc je pense que ça peut être intéressant qu'on a exploré ça. Oui, ça te va? Ça me va très très bien. Pour y arriver, Élise va devoir focaliser son attention sur le va-et-vient de sa respiration. On va essayer d'abord d'écouter les différentes phases de la respiration. Tu vas doucement rentrer comme dans une forme d'hibernation. Ton métabolisme va ralentir. Et à un moment donné, tu vas décider de réattaquer. Donc, inspire, rétention, expire, rétention. Il y a 4 temps. Ok, on essaye? Ah, parfait. Tu penses à rien. Tu fermes les yeux. Tu te connectes à ces 4 phases. 1, on expire. 2, avec ce moment d'expiration, c'est l'abandon total. Tu t'abandonnes. 4, 3, 2, 1, suspension. 3, 2, 1. Et à partir de maintenant, je te laisse trouver ton propre rythme et je veux que tu comptes. Cet exercice, tous les mauvais dormeurs peuvent le pratiquer chez eux pour faciliter l'endormissement. J'ai d'abord envie de l'amener sur ce terrain-là, de la relaxation et de la prise de conscience de la respiration. Quand tu le désires, tu peux réouvrir les yeux. Tu peux revenir à nous tranquillement. Tu vas voir, c'est la même chose. C'est la même chose en mieux. C'est bon ou pas? Mais au moment de plonger, les angoisses d'Élise refont surface. Tu inspires et tu vas expirer avec le visage dans l'eau. Okay? Je te tiens, je te tiens. Non. J'ai peur de ne plus avoir pied en fait. Ah, mais dans la tête. Il faut absolument que tu me fasses confiance. Je suis là, le sol est là. Okay. Ça marche? Alors on inspire et tu te laisses aller. Non, franchement, ça me stresse trop. C'est trop compliqué? En fait, c'est compliqué parce que je perds le contrôle et ça me stresse en fait. Ça me stresse. Je ne peux pas le dire autrement. Là, aujourd'hui, il y a une partie un peu stressante. C'est la nouveauté. Maintiens-toi. Il faut que je sois sûre à un moment donné de pouvoir remonter à la surface et de prendre ma respiration. Et tout à l'heure, quand j'ai perdu de vue la possibilité de pouvoir remonter vite. J'y arrive pas en fait. Même si t'as pied ici quand même. Bah ouais, parce que en fait, je sais que j'ai pas pied pas loin. Non, c'est pas bon, hein. C'est un long cheminement, un long apprentissage. Guillaume est un très bon pédagogue parce qu'il m'a dit à un moment donné, de toute façon, ton corps est prêt, c'est le mental en fait qui bloque. Parce que là, du coup, il y a un stress qui est irrationnel. Son corps est parfaitement capable de faire de très belles apnées. Je l'ai vu tout à l'heure dans les exercices de respiration, mais il y a à un moment donné une phase d'acceptation du mental, hein, de l'esprit. Avec un peu plus de temps, on peut arriver vraiment, je pense, à faire sauter des verrous et à s'abandonner. Il faudra encore un peu de temps à Élise pour réussir à s'abandonner comme l'apnéiste. Pour l'endormissement aussi, pour moi, je pense que c'est quelque chose vraiment à renouveler, à essayer. Et, j'ai vraiment l'impression que j'ai touché quelque chose de très très intéressant. Mais à terme, on verra. Il y a plein de choses qui vont bouger, je pense. Lâcher prise, c'est indispensable pour vaincre les troubles du sommeil. Le conseil vaut aussi pour Bénédicte. Depuis 3 semaines, elle se couche et se lève à heure fixe. Elle retrouve ce matin le docteur Lombard pour faire le point. Bonjour Bénédicte. Vous allez bien? Depuis la fois dernière. J'essaye. Et votre sommeil? Mieux.
Je pense qu'on est sur la bonne voie. Au niveau horaire, j'ai déjà commencé à changer les choses. Mais déjà mieux, c'est bien, c'est positif. Oui. J'ai été vraiment hyper étonnée de la rapidité à laquelle j'ai senti le bénéfice. Après 4-5 jours, j'ai eu l'impression d'avoir déjà une sensation de meilleur sommeil. Bénédicte a mis en place pas mal de choses. On voit qu'elle a maintenu des heures de lever régulières. On sait très bien. Ça aide à avoir envie de poursuivre. On va voir aujourd'hui comment on peut encore améliorer tout ça alors. Ce qu'il faut changer, ce sont les mauvaises habitudes de Bénédicte avant d'aller se coucher. Le téléphone sous l'oreiller, la température de la chambre, le film dans le lit. Une routine pas du tout propice à l'endormissement. Mais à quoi ressemble la chambre idéale? Alors on est venu ici pour essayer de retrouver un bon environnement de sommeil. On peut éventuellement commencer par l'endroit sur lequel on dort, le lit. Premier conseil, ne pas négliger sa literie et en particulier son matelas. Ce qui est important, c'est que ce soit quelque chose qui vous convienne en termes de fermeté. Donc un matelas ferme pour une personne de 50 kg pourra être souple pour une personne de 100 kg. C'est pour ça qu'il faut tester son matelas. Il ne faut pas hésiter à en tester plusieurs. L'idée étant de garder là plutôt le rachis aligné, la colonne vertébrale, pour éviter les douleurs notamment. Et c'est du matelas numéro 1. Très confortable a priori, mais j'ai pas l'habitude d'avoir des lits aussi souples. Ah non, beaucoup trop rebondissant celui-là. Ah, celui-là, je l'aime bien. Ce serait mon type de confort. Ce sera le mien. Mais il faut aussi choisir la largeur de son matelas. Alors moi, je suis médecin, je ne suis pas vendeur, donc là, je m'appuie sur des études. Lorsque les Français qui dorment en couple passaient d'un lit de 140 de large à 160 de large, eh bien, ils augmentaient leur temps de sommeil profond de 15% en moyenne. Une chose est sûre, quelle que soit la taille du lit, il ne faut pas attendre 20 ans pour en changer. Il est recommandé d'investir dans une nouvelle literie tous les 8 à 10 ans, sommier compris. Il ne faut pas oublier l'oreiller qui va soutenir la tête et les couettes dont on a vu qu'il y en avait quelques-unes dans votre chambre. J'aime bien être couverte, j'ai tendance à avoir froid. Bénédicte fait fausse route. Pour bien dormir, la température idéale de la chambre, c'est 18 degrés et pas 23. C'est physiologique, le corps doit perdre 1 à 2 degrés pour se préparer au sommeil. Eh bien justement, le portable, parlons-en. On avait dit d'essayer d'éviter l'exposition à la lumière avant d'aller se coucher. Et il me semblait que vous avez tendance à regarder des films dans votre lit avec l'ordinateur. Oui, donc pas dans mon lit. Tablette, téléphone, ordinateur vont avoir un impact sur notre endormissement et il faut à tout prix les éviter pour bien dormir. La lumière bleue diffusée par nos écrans est très proche de la lumière du soleil. Autrement dit, si vous regardez une série, écrivez des SMS ou surfez sur votre tablette, vous envoyez le mauvais message à votre cerveau. Un message d'éveil, le même que la lumière du jour, et l'endormissement devient beaucoup plus difficile. Effectivement, la lumière a tendance à retarder l'endormissement. On avait dit d'au moins 1 à 2 heures, donc c'est bien d'arrêter. Quand je dis pas d'écran, attention, c'est pas d'écran dans les 2 heures avant le coucher. Ça veut dire qu'on a dû lever jusque 2 heures avant le coucher pour utiliser ces écrans. Il n'y a que 2 petites heures où il ne faut pas s'en servir. Essayer de se retrouver dans un état d'esprit. Récapitulons. Pour un environnement de sommeil optimal, attention à la qualité de la literie, éviter la lumière des écrans 2 heures avant le coucher, dormir dans une chambre à 18 degrés. Sans oublier de se protéger du bruit et de ne pas inviter vos animaux domestiques dans votre chambre car eux aussi perturbent le sommeil. Et la télé au lit. Parce que si on s'endort devant la télé n'étant pas monocorde, eh bien, on va avoir des éclats de son, voire même des éclats lumineux, qui vont réveiller. Or, les 3 premières heures du sommeil sont les heures où on fait le plus de sommeil profond, dit le sommeil plus réparateur. On le sent. Et sauf que du coup, si on fragmente ce sommeil par les éclats de la télé, le sommeil va être moins récupérateur. Grâce à ces conseils, Bénédicte a toutes les clés en main pour améliorer la qualité de son sommeil, mais une difficulté lui semble encore impossible à surmonter. Je pense que ma difficulté principale, c'est quand je suis dans le lit et que je ne m'endors pas, de me relever. Alors, et du coup, que se passe-t-il pendant cette heure et demie où vous n'arrivez pas à dormir dans votre lit? Justement, on cogite un peu à tout et n'importe quoi, au fait qu'il faut se rendormir, donc on se tourne, on se retourne, on réfléchit. Et si je vous dis de ne pas penser, dans ces cas-là, ça ne marche pas? Non. On est bien d'accord? Pas du tout. Donc allez-y, pensez, mais allez penser dans un autre endroit que la chambre, donc dans le salon par exemple. Reprenez le bouquin que vous aviez, comme ça vous allez penser
mais à quelque chose d'agréable et qui vous permet de sentir les signes du sommeil qui vont réapparaître. Tout n'a pas été mis en place, c'est normal. On ne peut pas tout changer en une seule fois, en une seule consultation. Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que Bénédicte est motivée, ça a déjà avancé sur son sommeil. Il n'y a pas de raison, ça va continuer dans ce sens-là. Je suis loin encore d'avoir un rythme calé mis en place et ça reste difficile, mais c'est aussi très encourageant. Tout va dans le bon sens. Go, go, go! Le docteur Martineau a été clair. Si Anthony ne veut plus être déphasé, le maître mot, c'est la régularité. Depuis 2 mois maintenant, notre travailleur de nuit suit ses conseils à la lettre. Repas à heure fixe, séance de luminothérapie. Il doit aussi faire des siestes, mais courtes. Pour l'aider à retrouver toute son énergie, je vais lui faire découvrir des techniques qu'il pourra utiliser à n'importe quel moment de la journée. Bonjour Anthony. Bonjour. C'est sympa comme thérapie parce que je crois que votre médecin vous a pratiquement imposé de faire des siestes, mais des siestes normales, pas des trucs de 4 heures comme voilà, vous faisiez. Et il faut que vous soyez dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il n'y ait pas de bruit, que vous soyez dans un lit ou pas? Oui, par contre, voilà, pour m'endormir facilement, j'ai besoin de m'isoler du bruit extérieur, de la lumière extérieure, à l'aide de bouchons d'oreilles, de masques, où voilà, j'ai du mal encore à faire abstraction des facteurs extérieurs. Allez, c'est parti! Allez, on a le droit de compter! L'ambiance! Si j'ai donné rendez-vous à Anthony, ici au Centre national des sports de la défense, ce n'est pas pour participer à un stage commando. Allez, on part ensemble! Pour rester opérationnels, les militaires entretiennent ici leurs conditions physiques, mais ils sont aussi formés à des méthodes plus étonnantes. Les TOP, ou techniques d'optimisation du potentiel. Je peux à présent porter mon attention au niveau de mon front. Et cette attention, je la laisse continuer le long des épaules. Ça, ils ont pris ce qu'il y avait de mieux dans chaque technique pour leur permettre d'augmenter leur capacité à avoir un sommeil réparateur, de mieux se concentrer. On va les laisser sortir un peu de leur coma, là. On va rentrer et puis on va essayer de comprendre un peu comment ça peut vous aider. D'accord. Voilà, chacun à son rythme, prendre le temps de bien s'étirer, de bâiller si besoin, voilà, se dynamiser au fur et à mesure avec respiration. Je vais dans le chef André, vous êtes topologue. Ça n'existe pas l'appellation, mais pourquoi pas. Instructeur spécialisé dans le... Non, les techniques d'optimisation du potentiel. Il y en a aucun qui s'endort? Alors ça dépend à quel but est la séance. En fait, on a 2 axes quand on fait la relaxation. C'est soit on va vraiment être axé sur la récupération pour favoriser le sommeil, ou alors on va axer sur de la détente parce qu'on a un travail particulier à faire. Et donc on veut juste rendre le cerveau disponible pour se couper de tout ce qui peut être parasite extérieur et de se concentrer sur quelles compétences j'ai besoin, quel état d'esprit, quelle qualité. Parce que si je veux être efficace sur ma mission, il faut que je sois en mesure de récupérer. Ce qui est intéressant de savoir, c'est si ça les aide vraiment, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, on a tous des problématiques différentes, des horaires décalés différents. Est-ce que ça remplace... Parce que ça remplace la sieste de 4 heures que fait Anthony voilà, tous les jours. Ça. Non. Face au sommeil, de toute façon, il y a une méthode qui est radicale et qui marche très bien, c'est dormir. Dormir. Et c'est la première. Ouais. Maintenant, on est dans des environnements où des fois, je ne peux pas réussir à dormir là, dans ce moment-là. Rien de tel pour le prouver qu'un exercice pratique. Donc on va s'installer ici, pouvez-vous prendre place? C'est vous qui choisissez le mobilier, ici, André? Oui, c'est voilà, sympa, c'est bucolique. Alors, travaux pratiques, en posture, le plus décontracté possible pour vous. Progressivement de pouvoir venir fermer les yeux. Et je viens porter et relâcher. Peut-être même que je peux atténuer la luminosité à travers mes paupières. Je tamise mon environnement. Puis je détends au niveau de mon dos, comme si l'état de relaxation descendait tout le long de ma colonne vertébrale. Et relâcher un à un les muscles. Bercé par la voix de l'adjudant-chef André, Anthony se laisse prendre au jeu. Une agréable sensation de chaleur sur les parties du corps exposées au soleil. Cette première séance guidée lui fait visiblement de l'effet. Et maintenant, avec cet état de relâchement, je vais pouvoir, si je le souhaite, me remémorer un événement très agréable. Et je vais
vais pouvoir donc revenir progressivement avec une respiration plus dynamique où j'inspire profondément et je viens expirer progressivement avec cette respiration, cette énergie présente maintenant pour continuer les activités de ma journée. C'est bien, dès une première séance comme ça peut... J'ai vraiment l'impression... Déjà, une ou deux fois, j'ai failli m'endormir. Donc ça, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que tu étais bien là où tu étais. Et d'ailleurs, Anthony, est-ce que là, vous avez l'impression, non pas d'avoir récupéré comme si vous aviez fait une nuit complète, mais est-ce que ce sentiment de fatigue que vous pouviez avoir là au début, depuis qu'on se voit, est reparti? Est-ce que vous avez eu l'impression finalement de vider votre cerveau? Oui, je pense que oui. C'est une sensation, la sensation de bien-être. Sans avoir dormi. Sans avoir dormi. Enfin, en ayant failli dormir. Ouais. Donc là, ça amène une sacrée prise de recul déjà sur finalement je peux récupérer à plein de moments dans la journée. Cette technique a été développée par les militaires, pour les militaires. Mais il est possible de maîtriser les temps de relaxation en journée en pratiquant la sophrologie ou la méditation par exemple. Élise a beaucoup de mal à tolérer son traitement. Depuis le début de sa prise en charge, elle a testé plusieurs masques à pression positive continue, mais rien à faire, elle n'en supporte aucun. J'arrive aujourd'hui dans un état d'esprit un peu de découragement finalement. Le professeur Ouayoun sait que sa patiente est sur la bonne voie et il va le lui prouver chiffre à l'appui. Élise ne peut rien me cacher parce qu'on a un espion à l'intérieur de la machine. Contre toute attente, les données recueillies sont très encourageantes. Quand elle l'a porté, en fait, elle l'a porté entre 6h et 7h. Donc ça veut dire qu'elle se réveillait avec l'appareillage et ça, c'est vraiment très, très positif. Moi, je considère que là, c'est un succès. Grâce à ce masque, le nombre d'apnées d'Élise est passé de 32 à seulement une apnée par heure. Autrement dit, elle dort presque normalement. C'est parfait, ça veut dire que la machine fait bien sa fonction, elle supprime bien les apnées. Je vais m'accrocher, bien sûr. C'est bien d'avoir cette piqûre de rappel, de se dire, mais attendez, ça marche. La preuve, les apnées, il n'y en a plus. Donc faire un travail sur soi, d'acceptation, de se dire, pendant les semaines à venir, faudra réussir à tenir. Le surpoids est un facteur de risque important de l'apnée du sommeil. Élise doit donc maigrir pour en venir à bout. Il est temps pour elle de rencontrer un médecin nutritionniste. Hop, vous faites 1m60. Ça, c'est votre poids. Donc, quand on le rapporte à la taille, effectivement, ce qu'on appelle l'IMC, voilà, vous êtes au-dessus, ça, on en doutait. L'IMC, il est au-dessus de 35, un petit peu au-dessus de 35, donc ce que nous, on appelle une obésité. Ah oui, largement. Ah, si, largement. Pour Élise, il va falloir probablement restreindre les calories. Ça veut dire équilibrer son alimentation en évitant de consommer trop souvent les aliments les plus gras, salés, sucrés. Pour qu'elle puisse quand même manger les mêmes quantités, qu'elle n'ait pas faim. Sinon, ça ne marchera pas. Mais que l'apport calorique à la fin de la journée soit plus faible. Comme vous disiez tout à l'heure, il faut jouer le jeu parce que si ça a un impact sur les apnées, il n'y a pas photo. Il faut absolument tenter et jouer sur ce paramètre-là. Pour l'aider à perdre du poids, j'ai fait appel à Raphaël Aumont, un chimiste spécialiste de l'alimentation. Pour retrouver de l'énergie, Élise grignote des produits riches en calories. Ah, je crois que j'ai trouvé le trésor. Élise, c'est quoi toutes ces petites choses-là? À la base, c'est les goûters des enfants. Mais si je suis honnête, j'en mets aussi, parfois, souvent, dans mon sac à moi avant de partir au travail le matin. Pour grignoter un peu au cours de la journée. C'est ça. Ces biscuits ont beau être bio, à la farine complète et sans huile de palme, ils sont trop gras et sucrés. Un exercice très très simple, avec une petite balance. On va juste regarder quand on mange par exemple ce paquet de gâteaux en entier, donc 225 grammes. On va regarder combien ça apporte en sucre et en matière grasse. Alors donc il va vous falloir 45 grammes. Oui, allez-y encore. C'est fait.
Quand on mange ce petit paquet de gâteaux, on est en train de quand même de boire ce petit verre d'huile. Et c'est pas fini, parce qu'un autre critère très important, c'est la quantité de sucre. 60 grammes de sucre. Voilà, vous avez donc, ça c'est des sucres rapides. Ça c'est des sucres lents, la farine, qui se transforme encore en sucre rapide. Plus un verre d'huile. Donc il faut avoir conscience que quand on grignote, quand on se dit « oh c'est pas grave, c'est un petit gâteau, etc. », c'est quand même tout ça que vous ingérez directement. Cet exercice est très parlant en fait et permet vraiment de voir au sens propre du terme ce qu'on fait manger à notre corps. Et en fait, ce sont des kilos de sucre et des litres d'huile entiers qu'on ingère chaque semaine. Pour en finir avec ses troubles du sommeil et perdre du poids, Élise est prête à adopter une alimentation saine et équilibrée. Pour Anthony aussi, l'heure des bonnes résolutions a sonné. Ça avance pas. Ça va pas trop vite. Ralentis un petit peu. Ce matin, Anthony peut compter sur le soutien de son fils, Valentin. Là, c'est Valentin qui essaye de me reprendre en main pour me remotiver, pour me remettre à l'entraînement. Et je vais lui faire des 100 mètres, je vais le faire baver. À chacun sa méthode, j'en ai préféré une autre en faisant appel à un coach plus indulgent. Frédéric Bellobre a été plusieurs fois champion d'Europe de triathlon. Désormais coach sportif, il a accepté d'accompagner Anthony et de lui redonner le goût de l'effort. Salut Anthony, ça va ? Ouais, ça va. Ça va toi ? Alors, en forme, il paraît que tu veux te remettre au sport ? C'est ça, j'essaye de m'y remettre. Là, je pars de zéro parce que même si j'ai eu un grand passé de sportif, là, j'ai une inactivité depuis au moins 2 ans, quoi. La reprise va être d'autant plus dure. Je suis là pour ça. Super. T'inquiète, j'ai les clés pour ça. Pour Anthony, le plus dur, ça va être de sortir de chez lui, en fait, de se dire je mets mes baskets qui sont au fond du placard, quoi. Le placard, il est trop loin. S'il y a un mot à retenir pour que tu te sentes bien, que tu retrouves la forme, que tu remanges bien, que tu dormes bien, c'est la régularité. C'est-à-dire donc un entraînement de 30-40 minutes déjà pour commencer. Peut-être que tu te rendras compte que finalement le plus dur c'était de partir et que de 30 ça peut se transformer en 40, 50. J'ai beaucoup aimé ce qu'il réalise, que ça va être qu'il faut que je commence doucement, de ne pas m'entraîner à bloc pendant 3 semaines et après de plus rien faire. Bon, le but c'est vraiment de m'y remettre et de plus jamais arrêter, quoi. Ok, super, c'est parti. Talons-fesses, montée de genoux, les classiques, mais c'est super efficace pour tout de suite être sur une foulée bien dynamique. Le buste bien droit, bassin gainé, bien dynamique au sol, voilà, comme ça c'est parfait. Ce qu'il faut, c'est se donner une routine. Quelle heure tu vas aller faire du sport, quel jour. Par exemple, tous les lundis, c'est course à pied. D'accord. Seule contre-indication pour Anthony, éviter de s'entraîner trop tard dans la journée. Les entraînements intenses le soir tard sont à l'encontre d'un bon endormissement, donc il vaut mieux éviter de faire des grosses intensités juste avant d'aller se coucher. Car lorsqu'on pratique une activité physique, la température du corps grimpe et elle peut rester élevée même après l'arrêt de la séance. Or, pour s'endormir, la température doit passer sous la barre des 37 degrés. Il faut donc programmer la fin de ses entraînements au moins 2 heures avant le coucher. Pour s'assurer qu'Anthony va maintenir ses efforts dans la durée, Frédéric lui lance un défi. Je te donne 2 mois pour trouver une course qui te plaise, qui soit pas trop longue, pas trop courte, que la distance te plaise. L'idéal, ce serait un triathlon, puisque ça reste mon domaine. Le fait d'avoir un objectif va renforcer ma motivation, mais j'ai un certain sentiment de satisfaction, quoi. Je suis content de moi, en fait, d'avoir repris et d'avoir fait le premier pas, quoi. Super. Jusqu'aux objectifs suivants. Super, je te remercie en tout cas. Les efforts de Bénédicte ont fini par payer. Pour la première fois depuis des années. Ouais, c'est les derniers. Hein. Elle se sent enfin reposée. On n'a plus. C'est inespéré d'avoir réussi à mettre ça en place si vite. C'est quand même hyper impressionnant et encourageant, je pense, parce qu'on se rend compte qu'avec un changement d'habitude assez strict, on peut déjà sentir la différence.
Un grand pas en avant pour notre insomniaque. Mais Bénédicte n'est pas encore parvenue à se débarrasser de tous ses réveils nocturnes et de ses pensées parasites. Pour l'instant, je suis encore dans l'habitude que j'avais de je reste au lit, j'essaye, je me retourne, dans le sens je vais y arriver, je vais m'endormir, dans 5 minutes c'est bon. Au final, quelquefois, le 5 minutes, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Bénédicte doit apprendre à lâcher prise. Elle va passer la nuit dans ce cadre bucolique en pleine campagne, l'occasion pour le docteur Lombard de lui rendre visite et de lui donner quelques conseils. Vous êtes vraiment en pleine nature. Oui, pour la déconnexion, là, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Le médecin veut d'abord faire le point sur les aides au sommeil que Bénédicte utilise parfois. J'ai prévu, tenez. Donc il y a des choses de pharmacie qu'on m'a conseillées comme ça sans ordonnance et après des choses prescrites par un médecin. Médicaments à base de plantes, homéopathie, huiles essentielles. Elle a testé tous les produits disponibles sans ordonnance et notamment des compléments alimentaires à base de mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Si c'est mal utilisé, ça peut rendre plus compliqué l'endormissement et complètement perturber notre horloge biologique que nous, on essaie de mettre à jour et mettre à l'heure ensemble en reprenant des habitudes de vie saine. Je pense que c'est à éviter. Donc dans votre cas, c'est pas pour vous. Si on prend cette mélatonine extérieure à un mauvais moment, on va surtout dérégler notre horloge biologique et on peut créer des problèmes d'insomnie ou de somnolence inappropriée. Alors... Bénédicte s'est aussi tournée vers un autre grand classique bien connu des insomniaques. C'est un antihistaminique en vente libre, sans ordonnance. Alors, les antihistaminiques vont entraîner une accoutumance, ce qui signifie que vous allez avoir besoin d'augmenter la dose si vous voulez avoir le même effet. Je me souvenais pas que l'un antihistaminique pouvait créer une dépendance. Donc finalement, il faut être assez vigilant et faire attention à ce qu'on prend. Et le dernier, le zolpidem. Le zolpidem est un somnifère apparenté aux benzodiazépines, délivré sur ordonnance. Celui-là est le seul que j'ai encore à l'heure actuelle. Pour moi, c'est une solution de secours. C'est peut-être quelquefois 2 fois dans une semaine et ensuite pas du tout pendant 1 mois. C'est simplement... Bénédicte a raison d'être vigilante. Hypnotique ou anxiolytique, les benzodiazépines ont un effet sédatif et relaxant qui facilite l'endormissement. Mais ces molécules doivent être consommées avec prudence car elles peuvent entraîner de nombreux effets secondaires. Près d'1 Français sur 8 a déjà consommé des somnifères. Or, ces pilules ne sont pas anodines. Le premier risque, c'est l'accoutumance. C'est un peu une action comme une drogue d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a un effet qu'on appelle de tolérance, c'est-à-dire qu'il faut parfois augmenter les doses pour continuer à avoir un effet équivalent, et un effet souvent de sevrage si on l'arrête brutalement. Prendre des somnifères 1 jour sur 2 et sans accompagnement médical peut aussi aggraver l'insomnie. Le sevrage en lui-même provoque une insomnie la nuit d'après. C'est quelque chose qu'on voit très souvent, c'est des gens qui pérennisent leur insomnie puisqu'ils vont mal dormir 2 nuits, qui en général sont des nuits de sevrage d'une certaine manière. Et puis la 3e, ils vont prendre le médicament. Ah ben voilà, heureusement que j'ai le médicament, grâce à lui je peux bien dormir. Il vaut mieux en prendre très peu tous les jours et le diminuer plutôt que, par exemple, en prendre 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3. Amnésie, risque de chute, somnolence au volant, la liste des effets secondaires est longue. Il est prouvé qu'après 4 semaines de traitement, ces médicaments ne sont même plus efficaces. Pourtant, dans les faits, la durée moyenne d'un traitement est de 7 mois. Ce type de molécules sont censées être prises normalement pour une très courte durée, pour une insomnie transitoire, c'est-à-dire vraiment si on a un événement de vie difficile ou on a, je sais pas, un deuil, on part à l'étranger, vraiment on n'arrive pas à trouver le sommeil et on sait que c'est physiologique, enfin des choses qui font qu'on a vraiment besoin d'une petite aide passagère sur quelques jours, de 2 à 5 jours, eh bien là ça peut faire partie des indications. Quand les somnifères deviennent des béquilles chimiques et qu'il n'est plus possible de s'en passer, alors il est urgent de revoir l'ordonnance. Je vous laisse simplement accompagner votre respiration sans la forcer. Allez-y, concentrez-vous.
L'auto-hypnose pourrait aider Bénédicte à affronter ses réveils nocturnes et limiter ses pensées parasites. Le docteur Lombard lui propose donc une séance d'initiation. Avant le coucher, l'idée c'est de retrouver une activité apaisante, relaxante. Pour certains, ça va être donc la méditation, d'autres la lecture, l'écoute de musique. L'idée c'est d'avoir une activité apaisante qui facilite l'endormissement, pas stimulante sur le plan intellectuel, pour justement ne pas éveiller. Vous pouvez vous imaginer une bulle qui vous entoure. Laissez à l'extérieur de la bulle les soucis, les pensées, pour ne garder à l'intérieur que le bien-être, la relaxation. Et retrouver le côté paisible que vous aimez à la mer. Pour vous sentir détendu. C'est hyper agréable de se sentir reposé. En plus, là, tout était idyllique, donc je me réveille, je me sens bien, donc j'ai envie de faire des choses. Il fait beau, on est à la campagne, tout est... voilà, j'espère pouvoir réappliquer ça du coup en retournant chez moi, mais c'est hyper agréable. « 4 mois se sont écoulés depuis notre première rencontre avec Anthony. À cause de ses horaires décalés, le policier était totalement déphasé. Depuis quelques années, ça devient plus difficile pour moi et que j'ai l'impression de me décaler de plus en plus. Et que la réadaptation entre le jour et la nuit est de plus en plus difficile à long terme. Est-ce que finalement, c'est pas au détriment, au prix de ma santé ? Désormais, il a adopté les bons réflexes. Tous les jours, au saut du lit, il pratique sa séance de luminothérapie. J'ai l'impression qu'il y a un réel bénéfice, même si c'est difficile à quantifier, c'est difficile à s'en rendre compte. Mais c'est vrai que quand le temps est maussade ou que j'ai passé une bonne partie de ma journée de nuit, du coup j'ai pas vu beaucoup la lumière du soleil, d'avoir une lumière un petit peu vive à mon réveil, j'ai l'impression vraiment que ça me fait du bien, Si Anthony va mieux, c'est aussi grâce à ses siestes de 30 minutes. Avant, il n'y croyait pas. Aujourd'hui, il ne jure que par elle. Sieste courte, bonne nuit de sommeil, c'est génial. Quand le réveil sonne, je suis en pleine forme pour enchaîner ma nuit de travail. J'ai l'impression de mieux dormir et d'être mieux reposé. Anthony est un autre homme. Il a retrouvé ses occupations favorites et rempli ses journées sans fatiguer. Ça va me permettre de continuer à travailler en horaire décalé, mais dans des meilleures conditions. J'ai l'impression que ça a moins d'effets négatifs sur ma santé, et sur mon moral, sur ma vie de tous les jours. Et après, c'est 100 mètres et c'est super parce que ça s'est fait finalement assez rapidement. Je suis hyper fière de lui, mais en fait, j'avais peu de doutes parce qu'Anthony, on voyait qu'il voulait bien faire. Avancer le plus proche possible. Anthony doit encore relever son tout dernier défi, participer à un triathlon. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il s'est bien entraîné? Non, pas du tout. Il s'est pas entraîné? Il s'est pas assez entraîné. Alors... Je le retrouve aujourd'hui à Gravelines, dans le Nord. Anthony, ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Quelques mois après. D'abord, on va se tutoyer parce qu'on est dans le sport, là, je préfère. Comme je sais que tu as un peu le trac, que c'est une reprise et puis que c'est beaucoup d'efforts, c'est un vrai défi pour toi. La natation, ça me dit rien, mais je vais te suivre sur le vélo. Ah ben super. Mais je suis sûr que tu vas y arriver, je suis sûr que tu vas finir. J'espère. Je suis sûr que tu vas finir ce triathlon, ok? Super. Première étape, l'épreuve de natation. Il est là, il est là, il est là. 1500 mètres, 45 minutes d'effort pour Anthony qui s'accroche. Allez, Anthony! Allez! Anthony, c'est bien! Allez, Anthony! Ça va, te mets pas dans le rouge tout de suite. Pas de répit pour notre travailleur de nuit, il enchaîne avec 37 km de vélo. Tu suis sur ton cardio? Ouais, j'essaye de rester à 175. Faut pas trop dans le rouge. Je vais te protéger du vent. J'emmène mon leader.
Trop facile. Allez, roule Michel hein. Donc maintenant, c'est 10 km à pied. C'est ça. Le plus dur. Et là, comment sont les cannes? Un peu dur. Hein? Un peu dur. Bon, bah, je t'attendrai à l'arrivée. Ouais, ça marche. Je voudrais voir ce que tu es capable de faire tout seul. Ouais, c'est ça. Après 3 heures d'effort, Anthony puise dans ses réserves. Alors que les premiers concurrents franchissent la ligne d'arrivée, il est à bout de force, mais il s'accroche. Voilà. Mais t'avais peur de pas finir? Ouais, j'étais bien sur le deuxième. Non mais rien. Super. Alors déjà, avoir fini complètement le triathlon, c'est déjà une victoire. Ouais, j'étais très content. En fait, surtout que c'était pas gagné. J'étais pas parti pour le finir. J'avoue que j'avais pris 2 minutes. Bon, en tout cas, c'est une super victoire sur toi-même. Je suis très content. Sur toi-même aussi, parce que, rappelle-toi, il y a quelques mois où tu étais tellement fatigué. C'est ça. J'arrivais pas à récupérer. C'est chouette d'être là maintenant, quoi. Est-ce que maintenant, tu es persuadé que plus jamais tu auras de problèmes de sommeil, de tout ça? Est-ce que finalement, dans ton esprit, tu te dis, ça vaut le coup de continuer à faire tous les efforts que j'ai fait jusqu'à maintenant Oui, bien sûr. C'est vrai que là, j'ai envie de continuer tous ces conseils et de pérenniser tout ce que j'ai mis en place pour que ça devienne des automatismes. Mais finalement, tout le monde est capable avec un petit peu de... Ouais, voilà. Après, alors, on va parler de volonté, c'est toujours un peu compliqué. La volonté, la force du mental. Après, c'est vrai que j'encourage tout le monde à il faut y croire, quoi. Il faut y croire. En mettant des petites choses en place, c'est pas insurmontable. Tout est possible, quoi. Tout est possible. Bon, et puis avec un petit peu de... Ouais, un peu de poids. Un petit peu de poids. Moi, là, on verra l'an prochain. En tout cas, je suis content d'avoir accompagné là-dessus. Merci. Ça, c'est toi, c'est bien. Et tu m'as bien encouragé, je suis content. Je suis fier de toi. Tu m'as bien encouragé. La fin de l'aventure est plus difficile à vivre pour Élise. Après 4 mois d'efforts, elle n'a pas réussi à vaincre ses apnées du sommeil. Bonjour Michel. Bonjour Élise. Bonjour. Il fait beau chez vous. Hein. N'est-ce pas? Ouais, c'est ça le sud. Hein. C'est quoi votre... Le traitement avait permis de réduire ses pauses respiratoires nocturnes qui l'épuisaient. Malheureusement, elle a dû l'abandonner. J'ai eu un confort au début, et puis petit à petit, une sensation quand même d'irritation des sinus. Et puis la gêne de l'appareil en lui-même. Quand vous avez fini par renoncer au masque, est-ce qu'à un moment, on se sent coupable? Oui, on se sent coupable parce que déjà, je me dis, mais bon sang, c'était une solution sans médicaments. Ce qui est quand même génial, quand on a un pépin de santé, on nous annonce qu'il n'y a pas de médicaments. Donc j'étais déjà très déçue que ça ne fonctionne pas, parce qu'au départ, moi je m'étais dit, génial, cool, il y a une solution. Et puis en fait, non. Il ne faut pas vous inquiéter, parce qu'on estime qu'il y a à peu près 30 ou 40% des personnes qui essayent le masque qui n'y arrivent pas. Ah, oui. Donc c'est un gros échec. Alors, le masque, vous ne l'avez pas supporté, comme 30 à 40% des gens. Qu'est-ce qu'on vous propose d'autre pour cette apnée? Alors pour cette apnée, ce qu'on propose, ça sera l'étape suivante, une orthèse, c'est-à-dire un dispositif... Une orthèse mandibulaire. Une orthèse mandibulaire, ouais. En fait, l'idée est d'avancer la mâchoire. Voilà. Parce qu'on estime que quand vous êtes couché, la base de la langue tombe derrière, réduit le calibre, toutes les voies aériennes. Donc si on avance la mâchoire comme ça, vous avancez la base de langue. Et donc, vous augmentez le passage de l'air. Ça peut aussi tirer un peu sur les masséters, sur les muscles de la mâchoire. Il va falloir un petit temps d'adaptation. Okay. Et puis, vous éviterez d'allumer la lumière au milieu de la nuit pour pas que votre mari ait peur. Hein? Parce que c'est... Ouais, chérie, c'est un peu chill. D'accord. C'est par là. Donc, il y a toute la famille. Bonjour, messieurs. Bonjour. Olivier, Charlie, Léo. C'est bon, j'ai bien révisé? Élise n'a pas le choix. Pour guérir, elle aura besoin de cette orthèse comme du soutien de ses proches.
Il va falloir que vous l'aidiez peut-être autant que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Il y a un sujet qui est important aussi en famille, c'est l'alimentation, c'est la diététique. Est-ce qui vous aide? Parce que vous êtes tous de gros mangeurs? Oui. On peut dire ça, ouais. Oui, il va falloir modifier. C'est nos habitudes alimentaires à nous qui doivent changer pour l'aider. Charlie, tu sais que c'est important pour ta maman quand même, tout ce que vous êtes en train de faire et mettre en place pour qu'elle puisse dormir. Parce que tu as pris conscience que c'est embêtant de ne pas bien dormir. Je pense que la journée, elle doit être difficile pour maman quand elle est fatiguée. Si on dort mal, on est mal toute la journée, alors que si on dort bien, on est bien toute la journée. Et puis, je trouve qu'elle est quand même courageuse aussi. Je pensais, à mon avis, inconsciemment, que quelques semaines de traitement allaient enlever les apnées. Je pense que sur le plan psychologique, je m'étais faite une idée qui n'est pas la bonne. Maintenant, voilà, j'ai guère le choix de toute façon. Il faut que je tente tout ce qu'il y a à tenter. Tu vois? Ah, c'était pas mal en fait. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Tiens bon, la barre et 4 mois après le début de l'aventure, Bénédicte est méconnaissable. Souvenez-vous, obnubilée par ses insomnies, elle avait renoncé à toute vie sociale. Il y a des jours où on se dit mais c'est pas normal d'être tout le temps fatigué. J'ai un peu l'impression d'avoir la vie d'une personne âgée à force d'adapter mes choix de vie à ma qualité de sommeil. Elle a l'air heureuse. Ouais, elle sourit, elle rigole avec ses copines. Ouais, d'habitude, elle est en train de commencer à se brosser les dents pour aller se coucher. Elle se préparait pour aller se coucher, exactement. Mesdemoiselles, on est là. Installez-vous. Bonjour. Comment ça va? On va s'embrasser. D'accord. Bon, Bénédicte, je vais vous le dire, les yeux dans les yeux, vous êtes radieuse. Alors, c'est je gentil. sais pas. Non, mais c'est vrai, vous avez le visage beaucoup plus reposé que quand on s'est vu. C'est quoi? Vous dormez mieux aujourd'hui? Clairement, la qualité de sommeil n'est pas la même et j'ai compris comment gérer mon sommeil. Je ressens mieux les sensations qui sont liées et je sais quoi en faire. Il est 20h. Moi, quand je vous avais rencontré, on en avait parlé, vous disiez que vous vous couchiez pratiquement tous les soirs à 20h30. Oui, je me couchais tôt. Oui. Pratiquement pas de vie sociale. Non. Donc, vous avez retrouvé une vie sociale, vous êtes sorti avec vos amis? J'ai fait des choses, en effet. J'ai été à la fête foraine, je me suis pas tracassée en me disant il faut absolument que je sois rentrée. Je suis partie de là-bas, il était 10h30, je me suis dit c'est pas dramatique. Rémi, est-ce que Bénédicte pourra, dans quelques semaines, quelques mois, avoir un sommeil strictement normal? On va être honnête, on ne fait pas d'un insomniaque chronique un excellent dormeur en quelques semaines, mais là on a eu l'expérience de bonnes nuits, d'une préoccupation par rapport au sommeil de moins en moins importante, et on peut espérer qu'avec le temps, que ça soit comme ça tout le temps, et qu'on puisse avoir un bon sommeil au quotidien. Et est-ce qu'on peut parler, à ce moment-là, quand ce sera le cas, de guérison? Même déjà à l'heure actuelle, on peut parler de guérison. On avait mis des objectifs ensemble, on avait dit d'essayer de s'endormir en moins de 30 minutes, a priori. Globalement, je pense que 98% du temps, c'est bon. Bénédicte s'endort beaucoup plus facilement. Elle ne se réveille presque plus pendant la nuit et elle ressent beaucoup moins la fatigue. Après 15 ans d'insomnie chronique, une page se tourne enfin. On peut conclure finalement c'est une expérience ultra positive tout ça? Oui, plus que ça, oui. Enfin, ça change la vie. Et surtout, je sais que ça va me changer la vie à l'avenir. C'est en cours de transformation, mais ça n'a rien à voir. On disait j'y pense encore, mais j'y pense pas avec le même stress. Et tout ça, on le répète. Et il faut le répéter sans arrêt, sans médicaments. Sans médicaments. Ça veut dire que sans médicaments, avec une prise en charge adaptée, quasiment tous les insomniaques devraient pouvoir s'en sortir. Oui, et puis ça prouve que dans la vraie vie, c'est possible. Il ne faut pas avoir un cocon, il ne faut pas dire c'est pas le bon moment, il faut y aller. Eh ben, c'est un super message d'espoir. Merci beaucoup à tous les deux. Il faut ralentir un peu. Et la deuxième, s'il faut, on fait l'efficacité.